Bonjour à tous, je vous propose pour les curieux le sujet de secours ici du 22 mai 2025, toujours Amérique du Nord, toujours intéressant pour se préparer vraiment à la session 2025. Donc on commence, vous le voyez, par un exercice ici sur les fonctions avec de l'exponentielle. Donc ici une fonction, là on est sur du grand classique avec des limites en moins l'infini en plus l'infini, calcul de la dérivée seconde, de la convexité, ensuite les variations de f'. Donc là, c'est vraiment bien parce qu'ensuite, on a ici un unique réel. Donc là, on est sur le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Position relative entre une courbe et une droite. Vraiment, tout ça, c'est du grand classique. On voit ici une petite intégrale avec ici dans les bornes le n. Voilà, donc ça, c'était sur 5 points. Vous voyez, donc évidemment, on fera décorriger tout ça. Vous en trouverez partout. Exercice 2, on est sur la géométrie dans l'espace. Alors la mode en Amérique du Nord cette année, c'était les affirmations des vrais ou faux. Ici, encore la géométrie dans l'espace, avec des représentations paramétriques, équation cartésienne avec un petit paramètre ici, on le voit, un projeteur orthogonal. Bon, c'est du cours, on applique, on calcule, ça devrait passer ça tranquillement. Un exercice 3, on est sur des probabilités. Tout de suite, on voit un arbre, donc des probabilités conditionnelles. Ensuite, ici, on passe sur un échantillon de 20 personnes. Voilà. Il n'y a pas ici, je ne vois pas de bien-aimé de Chebyshev. Donc, un exercice qui a l'air plus facile que les autres. Il a l'air assez court, on verra ça. Mais ça m'a l'air bien court pour des probabilités, pour 5 points. Et ensuite, les suites, avec une suite définie par récurrence. Ici, une suite d'ordre 2, c'est-à-dire vous avez un plus 2 en fonction de n plus 1 et de un. Ça, c'est pas fréquent, donc ça sera intéressant. On vous demande de calculer des termes d'une suite, sans justification. Donc là, c'est pas forcément intéressant, parce que si la machine le fait, on n'arrive pas vraiment à partager des candidats. Conjecturer une limite, bon, ça va. Et ensuite, voilà, on introduit une suite W qui est donc qui va nous aider, ce qu'on appelle une suite auxiliaire, qui va nous aider à trouver un plus 1, vous voyez, en fonction du n. Donc on revient sur du plus classique. Ça n'a pas l'air si évident quand même. Après on a du L, ici on reconnaît le théorème du point fixe pour calculer la limite de cette suite. Le sujet est terminé, vous voyez. Donc, à part peut-être les suites, où l'exercice est un petit peu original, le reste est très très classique, sans grande difficulté. Donc on s'attardera vraiment plutôt sur l'exercice sur les suites. C'est toujours pour moi le point difficile des sujets, c'est les suites. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour les corriger. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc le corrigé de l'exercice d'analyse, fonction ici intégrale, du sujet du 22 mai 2025. C'est le sujet de secours d'Amérique du Nord, donc toujours très intéressant pour se préparer aux autres sessions, donc métropole et autres. Donc on est parti avec une fonction ici assez classique, on est sur de l'exponentielle. Donc l'expression x exponentielle moins x plus 2x moins 1, on est défini sur R, donc pour l'instant il n'y a pas de piège. On note comme d'habitude f' la dérivée f seconde, la dérivée seconde. Et donc en première partie vous le voyez, une étude avec un petit peu, il y a un peu de tout, donc ça c'est bien. Ça fera réviser convexité, théorème donc ici de la bijection, enfin autrement appelé le corollaire du TVI, position relative d'une courbe, voilà, il y a un peu de tout, donc c'est bien. Et on finit par une petite partie vraiment très légère, vous voyez, sur une intégrale. Il n'y a que 3 questions. Donc, on est parti d'abord avec des limites. Alors, on a x exponentielle moins x, on a 2x moins 1, donc en moins l'infini. On recommence donc ici, on va commencer dans l'ordre du texte, donc en moins l'infini. On a du x exponentielle moins x. Est-ce que ça pose problème? En fait, c'est ça qu'il faut vous demander. Est-ce que ça pose problème? Donc on va sur le brouillon rapidement. Ici, donc, on a un 2x moins 1 qui va tendre vers moins l'infini. Donc ici, ce x exponentielle moins x, qu'est-ce qui lui arrive? Donc x tend vers moins l'infini. Alors, le moins x ici va tendre vers plus l'infini. Donc quand je prends exponentielle, en plus l'infini, par composition, ça fera plus l'infini. Ici, on a un produit moins l'infini plus l'infini, donc moins l'infini. Et ici, on a une somme de 2 moins l'infini, donc c'est bon, c'est tout à fait défini comme limite. On peut donc rédiger tranquillement. On va donc s'occuper d'abord de l'exponentielle moins x. Donc, la limite, quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle moins x, c'est une composée, c'est la même que l'exponentielle de x quand le x tend vers plus l'infini. D'accord? Ça, c'est de la composition, et c'est donc plus l'infini. Donc, par produit, puisque x tend vers moins l'infini,
eh bien la limite de x exponentielle moins x, eh bien c'est moins l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. On rajoute le fait que limite de 2x moins 1, c'est évidemment moins l'infini. Donc ces deux choses ensemble, par somme, donc on va former f, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. Et on pourra écrire limite de f moins l'infini égale moins l'infini. On regarde rapidement, donc j'ai été tracé la courbe ici, donc effectivement, intuitivement, on peut penser, on peut conjecturer que c'est bien moins l'infini. D'ailleurs, en plus l'infini, oui, ça a l'air d'aller très vite vers le haut, donc ça a l'air d'être plus l'infini. On vérifie ça. Donc en plus l'infini, donc il y a toujours ce produit, on rajoutera 2x moins 1. Donc 2x moins 1, ça tend vers plus l'infini, il n'y a pas de problème. Alors ici, le x tend vers plus l'infini, exponentielle moins x. Alors ça va tendre vers moins l'infini, donc l'exponentielle tend vers 0. Donc là, on a un petit problème ici, vous voyez, d'indéfini, de forme, pardon, d'indétermination. Donc, eh bien, on va revenir à ce qu'on sait, c'est-à-dire les croissances comparées. Donc ici, je vous conseille, c'est d'enlever l'exponentielle moins x. X exponentielle moins x, c'est x sur 2x. Et ça, on sait les comparer. Vous voyez, en plus l'infini, le cours nous dit que l'exponentielle de x sur x, ça tend vers 0. Vers plus l'infini, je dis des bêtises. Vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. D'ailleurs, plus généralement, ça marche ça avec les puissances ici de x. Donc, pour avoir x puissance 2, x puissance 3, voilà. Ici, nous, on a l'inverse, donc l'inverse tendra vers 0. Donc, on va rédiger tout ça très proprement sur sa copie. Donc, première chose, on va s'occuper du terme qui est intéressant. Donc, x exponentielle moins x, donc vous le transformez, voilà. Or, les croissances, donc comparées, on sait que la limite d'exponentielle de x sur x, c'est égal à plus l'infini. Et donc, on sait que la limite de x sur e de x, c'est égal à 0. Voilà. Et on a en fait enlevé le problème. De plus, la limite donc, de 2x moins 1 en plus l'infini, c'est évident, c'est plus l'infini. Donc, par somme, vous ajoutez ici quelque chose qui tend vers plus l'infini à quelque chose qui tend vers 0. La limite donc de cette somme, c'est-à-dire f de x, quand x tend vers plus l'infini, cette fois-ci, 0 plus l'infini, ça fait plus l'infini. D'accord ? On note ça pour la suite. Limite de f en plus l'infini égale plus l'infini. Deuxième question, calculer, donc pour tout x, f'. Alors on l'a dit, f est deux fois dérivable. Donc f est dérivable sur R. Alors si on devait justifier, c'est une somme ici de fonctions dérivables. Somme et produit de fonctions dérivables. Il n'y a pas de problème. Donc pour calculer la dérivée, donc je vais réécrire donc ici pour tout x appartenant à R. Donc f de x, il y a d'abord un produit ici, un x exponentielle moins x. Donc quand on dérive, il faudra penser à bien dériver comme un produit. Donc je vais utiliser uv, donc je peux l'écrire sur la copie, comme ça à côté, u'v plus uv', donc je l'utilise directement, pas forcément la peine de toujours tout rédiger. Et on va dériver aussi exponentielle moins x, donc je peux rappeler qu'exponentielle de u, la dérivée c'est u' e de u. Et ensuite j'utiliserai la somme, mais ça c'est évident. Donc là, ce terme, donc c'est un produit, je dérive d'abord x, ça fait 1, multiplié par donc exponentielle moins x, ensuite plus la dérivée, enfin plus x, on va être très clair, fois la dérivée d'exponentielle moins x, qui fera moins exponentielle moins x. On n'oublie pas dériver 2x moins 1, qui fait 2, donc ici ça fait exponentielle moins x, ici ça fera donc moins x exponentielle moins x, plus 2. Et ici, un petit conseil, on peut factoriser, on va le faire, ça fait 1 moins x exponentielle moins x plus 2. Je le fais parce qu'après, on va redériver, donc ça sera déjà bien préparé. Question 3, vous voyez qu'on dérive une deuxième fois, donc f est deux fois dérivable, sur R, il n'y a pas de problème. On dérive exactement de la même façon, on avait un produit ici, donc je dérive 1 moins x, ça fait moins 1, d'accord, multiplié par exponentielle moins x, ensuite plus 1 moins x, et maintenant je dérive exponentielle moins x, c'est un exponentiel u, il y a un moins qui sort, on l'a dit, qui fait moins exponentielle moins x. Le 2 cette fois-ci donne 0,
Si vous voulez insister, vous pouvez mettre plus 0, pas utile, mais ça peut des fois être des petites précisions. Moins exponentielle moins x, ici il y a un moins, attention, ce moins, on peut le mettre devant, il y a vraiment souvent des erreurs là-dessus, ça fait ceci. Il faut vraiment travailler ce genre de dérivation avant le bac. Donc ici, je le répète, même si ça paraît évident pour certains, mais là, on a ici quelque chose qui peut être gênant. Donc, il faut savoir que ça, c'est comme si vous aviez donc plus 1 moins x fois moins 1 fois exponentielle moins x. Donc ce moins 1 ici, il peut se retrouver là-bas. Donc à la place, vous pouvez mettre moins 1 moins x exponentielle moins x. C'est important de le faire. Si ça vous gêne, vous pouvez d'abord finalement, au lieu de le mettre comme moi sous la forme uv', vous pouvez tout de suite écrire moins exponentielle moins x, c'est-à-dire v' fois u. Voilà, vous l'écrivez comme ceci, comme ça le moins apparaît directement en bonne position. Ensuite, on vous demande une forme particulière, donc on va factoriser ici par exponentielle moins x, qui me fera moins 1 moins 1 moins x. On enlève toutes les parenthèses. On en profite pour remettre un petit peu d'ordre, parce que dans le texte, l'exponentielle est en deuxième. Donc moins 1, ça fait moins 2. Moins x fois moins... Enfin, moins 1 fois moins x, ça fait x moins 2. C'est ce qu'on voulait, c'est parfait. Maintenant, on va étudier la convexité. Pour étudier la convexité, il faut étudier le signe de la dérivée seconde. Quand on l'a, donc ici, on sait que quel que soit x réel, donc quel que soit x réel, on sait qu'exponentielle grand X est toujours strictement positif. Donc ici, pour tout x réel, exponentielle moins x est strictement positif. D'accord? Toute exponentielle est strictement positive. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Donc ça veut dire que f seconde de x est du signe de x moins 2. Donc on peut tout de suite faire le tableau, ou alors tout de suite faire des phrases. Vous n'êtes pas obligé forcément de faire un tableau. Moi j'aime bien les tableaux parce que c'est assez clair, mais ici, le tableau donnerait ceci, avec un 2. Ici on mettrait f seconde. Voilà, j'ai fait un trait un peu trop grand, mais ici, donc 0. Donc ça serait moins plus du signe de x moins 2. Sinon, tout de suite, on peut dire que sur moins l'infini 2, vous pouvez fermer f seconde, donc est négative ou nulle. Donc f est concave. Sur 2 plus l'infini, f seconde de x est positive, donc f y est convexe. Et vous voyez que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe, donc il y a un point d'inflexion sur la courbe d'abscisse 2. On va le dire. Comme ça, c'est complet. A priori, je pense que on peut se contenter de mettre convexité, concavité, mais c'est quand même bien, moi je trouve, de rajouter ce point d'inflexion. Ça complète vraiment les choses. Alors la petite différence vraiment entre le point d'inflexion et la concavité, il faut le dire, hein, c'est que la concavité et la convexité, ça porte sur la fonction f. Donc il faut bien dire f est concave, f est convexe. Il ne faut pas parler à ce moment de la courbe. Quand vous parlez du point d'inflexion, vous voyez que j'ai ici, c'est de la courbe de f qu'on parle. Donc attention, c'est une petite nuance très importante. Question maintenant 5. Étudier les variations de f'. Attention, attention, c'est f', puis dresser son tableau de variation en y faisant apparaître la valeur exacte de l'extrémum. Les limites de la fonction f' au borne d'intervalle définies ne sont pas attendues. Donc là, c'est sur f'. Alors ça veut dire qu'il faut le signe de sa dérivée, mais sa dérivée, c'est f seconde. Il faut bien comprendre que f', c'est f seconde. Donc ça veut dire qu'ici, je vais utiliser ce que je viens de faire. Donc on a x moins l'infini, plus l'infini. On a vu en 2, donc f seconde, qui est la dérivée de f', s'annule et change de signe. Voilà. Donc ça veut dire que f' de x en fonction de x est donc décroissante, croissante. Ça tombe bien, on a un extrémum ici, un minimum ici. Donc, on vous demande quoi? On ne vous demande pas les limites, on vous demande juste la valeur. Donc attention, c'est f'. f' de 2, j'ai l'expression qui est ici, je vais doucement, 1 moins 2 exponentielle moins 2 plus 2. Donc si vous n'avez pas les exponentielles moins 2, ça fait 1 moins 2, donc moins 1, moins exponentielle moins 2 plus 2, qu'on peut écrire d'abord le 2, moins, et exponentielle moins 2, c'est 1 sur ek. Donc je préfère le voir comme ça. Comme ça, on voit qu'ici, on est un tout petit peu en dessous de 2, parce que 1 sur e carré, c'est assez petit. Hein. E carré, c'est 2,7 à peu près au carré. Donc 1 sur e carré, c'est petit. Donc là, vous êtes un tout petit peu en dessous de 2. Question 6. En déduire le signe de la fonction f' sur R et justifier que la fonction f est strictement croissante sur R. Donc ici, regardez. On sait que f' admet
en x égale 2, un minimum global. Donc un minimum qui est 2 moins 1 sur e carré. Or, 2 moins 1 sur e carré, alors on va donner une valeur approchée, mais c'est positif, ça sans aucun problème. Donc ici, voilà. Donc on fait 2 moins donc 1 sur e carré, voilà. Ou 2 moins 1 moins e de moins 2, voilà. Ça fait à peu près 1,86. Donc voilà. Donc ici à peu près 1,86. Donc ça veut dire que pour tout x appartenant à R, f de x est donc supérieur ou égal à 2 moins e carré, qui est strictement positif. Donc, ça veut dire que pour tout x appartenant à R, c'est pas f, pardon, c'est f', f' de x est strictement positif. Et donc, la dérivée de f est strictement positive, donc f est strictement croissante sur R. Et une chose qui peut peut-être un peu gêner les élèves, je dirais, c'est ici se justifier, hein, parce que une fois que vous avez f' strictement positif, bon, il n'y a pas vraiment de justification, hein, c'est direct, hein, elle est strictement croissante sur R. Donc ça peut peut-être un petit peu vous embêter. Et donc, si on veut, on peut compléter le tableau. Puisqu'ici, c'est strictement positif, vous pouvez rajouter une ligne pour le signe de f', qui sera donc positif, et une ligne pour les variations de f, mais comme elle ne bouge pas de x en fonction de x, c'est donc comme ceci. Par contre, là, on a les limites, on a moins l'infini, plus l'infini. Donc ça peut être utile pour la suite. Question 7. Justifier qu'il existe un unique réel alpha tel que f de alpha égale 0. Là, on est sur le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, moi, quand j'utilise le corollaire du TVI, je fais toujours un petit tableau qui résume la situation. Donc là, on est sur R. Voilà. Ça donne comme ça une vision assez globale des choses. On a moins l'infini, plus l'infini. Donc ici, vous voyez, la fonction étant continue, on va de moins l'infini à plus l'infini, c'est strictement croissant. Donc vous aurez ici, il y a bien un unique endroit où ça fera 0. Et cet endroit, ça sera donc un nombre alpha. Et on donnera un encadrement grâce à la calculatrice. Donc là, il faut le justifier, etc. Donc il y a plusieurs conditions. Donc première condition, donc on va se placer donc sur moins l'infini plus l'infini, donc sur R. F est continue. Pourquoi elle est continue? Eh bien parce qu'elle est dérivable. D'accord. Elle est strictement croissante. On l'a démontré précédemment. Ensuite, eh bien, avec les limites, on voit bien que, alors je vais vous rappeler juste, limite de f en moins l'infini égale moins l'infini, limite de f en plus l'infini égale plus l'infini. D'accord? Eh bien, tout ça réuni, on utilise donc, alors au problème de terminale, c'est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors j'écrirai ici TVI, peut-être le jour du bac, écrivez tout. Il a un autre nom, je le dis, certains l'ont, c'est ce qu'on appelle le théorème de la bijection. Voilà. Et donc ici, on dit tout de suite l'équation f de x égale 0 admet une unique solution qu'on appelle généralement alpha sur l'intervalle, donc moins l'infini plus infini sur R. Voilà. Et pour trouver un encadrement de ce alpha, on utilise la calculatrice. Donc je vous conseille d'aller dans le menu graphe, toutes les calculatrices font ça, vous allez tracer la courbe, voilà, vous cherchez l'endroit où ça vaut 0, on est par ici, vous voyez, et vous avez tout ce qu'il faut dans le solver graphique. Ici, vous mettez racine, et ça se passe instantanément, très précis, donc on est à 0,360, 71,8, etc. Donc si on veut un encadrement, on sera entre 0,37 et 0,38. Et donc vous dites à la calculatrice, on a ça, donc il faut 2 chiffres après virgule, vous pouvez mettre inférieur ou égal ici. Si vous voulez vraiment être parfait, on peut donner en fait les images de f de 0,37 et f de 0,38. Évidemment donner des valeurs approchées. Donc pour ça, on va retourner sur la calculatrice. On va donc, alors il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez utiliser le solver graphique, il y a toujours un mode de calcul. Ici, si vous allez un petit peu plus loin, on peut calculer des valeurs de y. Voilà. Donc si je vais 0,37, donc 0,37 à peu près moins 4,42 fois 10 moins 3. Donc ça fait moins 0,004 à peu près. Et ensuite, vous faites la même chose. Alors, est-ce qu'on peut taper tout de suite? Il faut retourner sur sol. Voilà. Calcul de y. Je mets 0,38. Et j'ai, vous voyez, ici, un nombre positif. Donc à peu près
0,0, on va mettre 2, 0,20. Et donc ça veut dire ouais, négatif, positif, strictement. Et donc ici, alpha est bien entre 0,37 et 0,38. Voilà. Oui, il est bien en fait de donner finalement les valeurs des images, des nombres qui encadrent alpha, pour bien qu'on comprenne, ouais, c'est négatif avant, positif après, donc ça fait quand même une excellente copie après. 8e question, on considère delta d'équation y égale 2x moins 1, étudier la position relative de la courbe CF par rapport à droite delta. Alors là, on peut se poser une question, est-ce que ça a rapport avec la convexité ou pas? Alors comme c'est un petit peu éloigné de l'étude, on peut imaginer que non. Donc là, quand on étudie une position relative, hein, on prend donc, on étudie le signe, hein, donc on doit étudier un signe, hein, on étudie donc le signe de donc f de x moins 2x moins 1. Alors, effectivement, 2x moins 1, vous voyez, quand on regarde f de x, on voit bien qu'il est là. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas dans la convexité, c'est beaucoup plus simple en fait. Quand je fais la différence, qu'est-ce qui reste? Vous avez x exponentielle moins x, le reste va disparaître. Donc il suffit juste de trouver le signe de ça, vous voyez, c'est très simple. Donc, on fait un tableau sur R. Donc, alors on peut même dire que pour tout x appartenant à R, on l'a déjà dit, exponentielle moins x est strictement positif. Donc, alors je vais l'appeler dx, ça c'est différence, d'accord? Donc, ça veut dire que dx est du signe de x. Alors, on peut faire un tableau, mais comme x est évident, on peut tout de suite dire que sur moins l'infini 0 ouvert, hein, ça veut dire que d de x est donc strictement négatif, ça veut dire que f de x est plus grand que 2x moins 1, et bien cf est strictement en dessous de cette droite delta. Sur 0 plus l'infini, d de x est strictement positif, donc cf est strictement au-dessus de delta, et elle se coupe en 0. Et elle se coupe, dans les deux courbes, elle se coupe au point d'abscisse. Alors on peut lui donner un nom A, point d'abscisse 0. On peut calculer rapidement, quand je remplace ici dans fx par 0, ça fait quoi 0? Ça fait moins 1. Voilà, et on a été très précis ici. On peut aller vérifier hein, sur le graphique. Donc ici, je vais tracer. Je sors d'ici, je trace donc la droite équation 2x moins 1. Voilà. Effectivement, alors là, c'est position pas évidente forcément. Avant, effectivement, on voit bien que la courbe est en dessous, donc on va peut-être faire ici peut-être un petit zoom, en tout cas réduire. Qu'est-ce qui se passe donc de moins 1, on va mettre moins 1 à 10, voilà. Ici, ça va pas... On met un petit y. Voilà. Vous voyez qu'ici, la courbe est au-dessus, alors là, c'est assez confondu, effectivement, parce que l'écart entre les deux, hein, c'est du x exponentielle moins x, hein. Donc ça, quand ça va vers plus l'infini, on a vu, ça tendait vers 0. Donc c'est ce qu'on appelle une asymptote ici oblique. En fait, la droite rouge ici, hein, la courbe bleue va se rapprocher progressivement de cette droite rouge, on dira que c'est une asymptote oblique, mais ce n'est pas au problème de terminal. Donc on laisse ça hein, en plan et on s'attaque à la partie B. Calcul d'R, soit n un entier naturel non nul. On prend un do n dn délimité donc par la courbe CF, la droite delta, les droites d'équation respectives x égale 1, x égale n, et on note in l'intégrale donc de 1n de x exponentielle moins x dx. Donc ici, première question, on est juste sur l'intégrale, donc on va le faire, et après on reparlera du domaine. Donc ici, on veut donc in, intégrale de 1 à n, x exponentielle moins x dx. Alors, ici, n, c'est un entier naturel non nul. Voilà. Donc, comment va-t-on faire? Alors, on vous le dit, on va intégrer par partie, parce qu'une primitive, ici, c'était pas possible de trouver comme ça. Donc, on va intégrer. Donc, je rappelle les formules. Donc, il y a plusieurs versions. Hein. Vous avez celle où on intègre u'v, qui donne uv moins uv'. Voilà. Ou alors, celle qui est du uv'. On a ceci, mais là on aura u'v. Je ne sais pas laquelle vous avez apprise, hein. De toute façon c'est les mêmes. Mais ici, hein, moi je vais plutôt ici. Alors quand on a x exponentielle moins x, il faut dériver le x. Hein, d'accord? Donc on va poser ici, en fait on est, il faut bien que vous compreniez, on a ici u de x fois v' de x. Voilà.
avec donc ici u de x qui sera égal à x. À côté, je vais mettre u'. Ici, j'écrirai v de x, et moi, je connais v' qui est exponentielle moins x. Voilà. Donc, vous dérivez x, ça fait 1. Vous trouvez une primitive d'exponentielle moins x, ça c'est facile, c'est moins exponentielle moins x. Voilà. Et vous appliquez la formule. Donc, d'abord, on aura entre crochets le produit uv. Donc, il y a un moins ici, attention, ça fait moins x exponentielle moins x entre 1 et n, moins l'intégrale de 1 à n, ici de... Alors là, nous, on avait... Donc, moi, j'ai fait uv', donc c'est u'v. Alors, au départ, on a cette diagonale-là, après, on a celle-ci, c'est tout. Donc, ça fait du moins exponentielle moins x dx. Les deux moins vont se simplifier. Alors, surtout important, on doit penser à justifier eh bien, l'utilisation. Ça veut dire que vos u et v, ils doivent être particuliers. Vous devez dire que u et v sont dérivables sur R, donc ici, intervalle 1n, et U' et V', le théorème doivent être continus sur R, pareil, donc sur 1n. Alors, vous pouvez peut-être avoir un théorème un petit peu différent, où on dirait que UV, U' et V' sont dérivables sur l'intervalle, et ça c'est très bien aussi. C'est plus facile à rédiger, et ça marche très bien. Donc les 4, il suffit que les 4 soient dérivables, et ça marche. Voilà. De toute façon, en terminale, vous le savez, la continuité, on la justifie par quelque chose. On dit que la fonction est dérivable, donc elle est continue. On n'est pas vraiment dans l'étude des continuités. On calcule maintenant notre... on continue, en fait. Donc, on remplace d'abord par n. Donc, moins n exponentielle moins n. Moins le moins de la formule. Ensuite, il y a un autre moins, ça fait plus. Donc, 1 exponentielle moins x. Donc, 1 plus e moins 1. Moins l'intégrale ici. Alors, le moins et moins par linéarité, on peut sortir le moins. Ça s'appelle la linéarité. Et donc, il vous reste l'intégrale de 1 à n d'exponentielle moins x dx. Alors, vous pouvez, si vous voulez aussi, laisser le moins, parce que qu'est-ce qui va se passer quand je vais chercher une primitive? Il y a un nouveau moins qui apparaît. D'accord? Qui était là. Donc, on aurait pu peut-être le laisser. Bon, en général, on fait comme ça. Donc, moins n exponentielle moins n plus e moins 1. On remplace maintenant par n. Ça fait moins exponentielle moins n. Moins... Et la même chose que tout à l'heure, moins 1, ça fera plus exponentielle moins 1. Alors, on met d'abord les termes avec des plus, donc 2e moins 1. Ensuite, on peut mettre moins n, e moins n, moins e moins n. Alors, moi, j'aime bien mettre les sur e. Donc, e moins 1, c'est 1 sur e. Ensuite, ici, on peut peut-être factoriser par... Il y a pas mal de choses. On peut factoriser par un moins et mettre tout sur exponentielle n. On pourrait faire ça, par exemple. Donc, on factorise déjà par exponentielle moins n. Ça fera apparaître du n plus 1. Donc, on pourrait mettre ça sous la forme 2 sur e moins n plus 1 sur en. Je ne suis pas sûr beaucoup d'élèves feront ça, mais c'est une écriture qui me paraît plus jolie. Voilà. Mais sinon, vous répondez tout de suite ceci, c'est valable. Maintenant, question de justifier ici l'aire du domaine. Alors, on a deux fonctions. On a la fonction, enfin, on a deux courbes. La courbe de la fonction f, donc cf, et à droite delta. On avait remarqué, alors je vais rappeler donc les expressions. Cf, c'est donc la courbe d'équation y égale f de x. Delta, c'est celle d'équation y égale 2x moins 1. On a vu que sur donc 0 plus l'infini, donc CF est au-dessus de delta, ça c'est très important. Ensuite, ça veut dire que quand on va calculer l'aire entre 1 et n, c'est-à-dire que c'est ça qui permet de justifier que l'aire, donc l'aire de dn, vaut en fait l'intégrale de 1 à n. Alors, c'est sur ça, donc, pardon, donc on précise, donc sur 1n, puisque 1n est inclus dans 0 plus infini, ça veut dire que l'aire vaut l'intégrale de f de x moins 2x moins 1 dx. Voilà. On n'a que des fonctions continues, pas de problème d'intégration. Et donc ici, c'est donc l'intégrale, alors, pardon, on va être clair, comme c'est une aire, ce sera en unité d'aire. Et ce qu'il y a dedans, vous voyez, eh bien, c'est justement l'intégrale qu'on vient de calculer. Et donc, on reconnaît IN, évidemment, en unité d'aire.
Maintenant, calculer la limite de l'aire du domaine, dn quand n tend vers plus 1. Donc il me faut la limite de in. D'accord? Alors ouais, ça dépend quelle forme vous avez utilisé. Si vous avez déjà mis la forme, c'est un petit peu plus long, mais on va repartir donc de in égale donc 2e moins 1 moins n exponentielle moins n moins e moins n. Alors, j'ai mis qu'on a déjà vu un petit peu dans le sujet, mais ici, donc la limite quand n tend vers plus l'infini d'exponentielle moins n, ça, c'est la limite d'exponentielle grand X quand grand X tend vers, donc ici, moins l'infini. Donc ça, c'est 0. Ensuite, alors, on en a déjà parlé, c'est les croissances comparées. N exponentielle moins n, on le transforme. C'est n sur e de n. Voilà, et donc, croissance comparée est égale à 0. Vous pouvez rappeler croissance comparée. Mais on l'a déjà rencontré dans le sujet, c'était la première question. Donc ici, eh bien, de façon simple, par somme, la limite de in, c'est donc 2e moins 1, c'est-à-dire 2 sur e. On a donc, comme in, c'était l'aire du domaine, donc la limite de l'aire du domaine, on l'écrit, hein, donc l'aire du domaine tend vers 2 sur e unité d'aire quand n tend vers plus l'infini. On a terminé cet exercice, plutôt intéressant. Il n'y a pas de grande difficulté, hein, mais ça permet de réviser beaucoup de notions du programme de terminale. Voilà, à très bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse donc à l'exercice de géométrie dans l'espace du sujet du 22 mai 2025, c'est le sujet de secours Amérique du Nord. Et donc on est sur Amérique du Nord pour ces 3 premiers sujets, il y en avait 3. Il y a peut-être un 4e qui arrivera, mais pour l'instant, il y en a 3. Et on a ici, encore une fois, de la géométrie dans l'espace avec des vrais ou faux. Ça a l'air d'être la tendance dans les sujets donc, de cette série d'Amérique du Nord. Donc ici, on nous donne une équation, enfin une droite avec une représentation paramétrique voilà, classique. On vous donne une équation cartésienne d'un plan P. Et donc, il y a 5 affirmations. On démarre tout de suite avec cette première affirmation. Sur une droite D', on vous donne une représentation paramétrique. Est-ce qu'elle est parallèle à D? Donc ça commence tranquillement. Alors on va regarder en fait leur vecteur directeur. Donc on va appeler donc V, un vecteur directeur de D, donc on va appeler VD. Je vais donner ses coordonnées. Alors pour ça, on regarde les coefficients des paramètres, de moins 1, 3, 4. Donc là, on a le vecteur donc moins 1, 3, 4, qui est directeur de la droite D. Ensuite, on a V, donc je vais l'appeler VD'. Donc là, les coefficients, ça sera donc 2, moins 6, moins 8. Donc 2, moins 6, moins 8. Ça, c'est donc directeur de D'. La question qu'on doit se poser, est-ce que VD et VD' sont collinéaires? Eh bien, regardez, hein. Si on multiplie VD par moins 2, donc moins 2 fois VD, c'est exactement, fait moins 2, ça fera 2, moins 6, moins 8, c'est exactement VD'. Donc, ça veut dire que VD et VD' sont collinaires. Les droites ont des vecteurs directeurs collinaires. Donc, ça veut dire que D est parallèle à D'. Donc, l'affirmation, eh bien, A, elle est... La première affirmation est vraie. Deuxième affirmation. Donc, on vous donne 3 points A, B et C. On vous dit qu'ils ne sont pas alignés. Il n'y a pas besoin de le vérifier. Affirmation. La droite D est orthogonale au plan défini par les 3 points A, B et C. Première chose, A, B et C sont non alignés. On n'a pas besoin de vérifier ces données. Donc, ça veut dire que les vecteurs AB et AC forment ce qu'on appelle une base du plan ABC. Donc, on peut le mettre comme ceci. Donc, ce plan ABC, alors je vais mettre des parenthèses, du plan ABC. Pourquoi une base? C'est 2 vecteurs non collinaires. D'accord? Ils sont non collinaires. Voilà. Et donc, pour montrer que D est orthogonal au plan défini par les points ABC, que j'appellerai le plan ABC, eh bien, il faut montrer que la droite D est orthogonale à AB et à AC, qui sont en fait une base du plan. Il faut montrer que D est orthogonale à, donc à 2 droites non donc parallèles du plan ABC. Autrement dit qu'un vecteur directeur de D va être orthogonal à 2 vecteurs non collinaires de ABC, donc à AB et AC ici. J'ai donc besoin des coordonnées de AB, de AC et d'un vecteur directeur de D qu'on avait déjà tout à l'heure. Donc AB, coordonnées de B moins celle de A, donc 1, moins 2, 3, 3 moins 3, 0, moins 4, moins 1, moins 5. AC, donc 6,
Donc AC, donc 6 moins moins 2, ça fait 8. 3 moins 3, 0. 9 moins 1, 8. Alors on voit bien, alors c'est pas demandé, mais ils sont non coniaires parce que vous voyez, ici pour le rapport, pour aller donc, le coefficient pour aller de 3 à 8, donc c'est 8 tiers, alors qu'ici, pour aller de moins 5 à 8, c'est donc 8 sur moins 5. Donc on voit bien que c'est pas le même rapport, donc ils sont pas coniaires. Sinon vous avez un produit en croix 3 fois 8 ici, et moins 5 fois 8, c'est pas le même. Voilà. Les produits diagonaux ne sont pas égaux, donc les vecteurs ne sont pas colinéaires, mais ça n'est pas demandé. Vous, on vous demande juste d'aller vérifier que VD, bon, il faut calculer les produits scalaires, donc AB scalaire VD, donc produit dx, 3 fois moins 1, moins 3, plus 0 fois 3, 0, moins 20, qui fait moins 23. C'est différent de 0, donc déjà on peut s'arrêter tout de suite. On peut aller regarder l'autre si vous voulez par... Peut-être que l'autre était nul, vous pouvez peut-être se faire piéger sur l'autre, mais ici ça fait moins 8, plus 0, plus 32. Même celui-là est non nul, donc il n'y a vraiment pas de raison de se tromper. Ici, on va dire que donc VD et AB sont non orthogonaux. Donc ça veut dire forcément que la droite D n'est pas orthogonale. Donc en fait à la droite AB. Donc encore au plan ABC n'est pas orthogonale à ABC. Donc l'affirmation 2, elle est ici fausse. L'affirmation suivante, donc la droite D est séquente avec la droite delta, et on vous donne une représentation paramétrique de delta. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ici, comme la proposition c'est séquente, on peut aller tout de suite résoudre un système. Si ce système a une solution, elles sont séquentes. Si elle n'en a pas, elles ne sont pas séquentes. Alors, elles peuvent être après parallèles, donc confondues, ou ni l'un ni l'autre, mais ici, on peut directement aller regarder si elles sont séquentes. Alors, on peut rapidement, sans forcément le faire, mais aller chercher un vecteur directeur de delta, c'est 2, moins 3, 1. On voit bien que ici, c'est pas du tout colinéaire avec VD. Donc ça veut dire que déjà, on voit bien que delta et D sont non parallèles. Donc maintenant, la question, voilà, elles peuvent être séquentes ou non séquentes sans être parallèles. Donc on va résoudre un système tout de suite avec 6 équations. 6 équations, c'est-à-dire qu'on regroupe dans un seul système les 6 équations qui forment les deux représentations paramétriques. Voilà, je les ai recopiées. Maintenant, on va faire des substitutions. Par exemple, ici, x, je peux le remplacer par moins 4 plus 2t'. Donc, moins 4 plus 2t' doit être égal à 3 moins t. Pareil ici, je substitue le grec qui est là. 1 moins 3t' est donc égal à moins 2 plus 3t. Et si je substitue le dernier, donc 2 plus t' égale 1 plus 4t. Et je garde ensuite les trois dernières qui me permettront de trouver x, y et z si on a des solutions en t et t'. Ensuite, alors je vais simplifier peut-être toutes les petites lignes ici. Donc là ça fait donc 2t' égale donc 7 moins t. Ici, donc moins 3t' est égal à moins 3 plus 3t. t' égale moins 1 plus 4t. Et les trois autres qu'on recopie. Alors, dans la première ligne, je vais remplacer t' par donc moins 1 plus 4t. Donc là, 2 fois moins 1 plus 4t égale 7 moins t. Ça me permet de trouver t, vous voyez, et je recopie toutes les autres. Et je vais résoudre la première équation. Ça va me donner la valeur de t. Oui, ça fait 8t plus 1, donc 9t. Donc ça me fait 9t égale donc 7. On aura moins 2, 7 plus 2, 9. Voilà. Et la première ligne me dit que t est égal à 1. Vous voyez ? Donc maintenant, je remplace ici, dans la deuxième et la troisième, t par 1. Donc ça me fait moins 3t' égale, donc moins 3 plus 3, ça fait ici t par 1, ça fera 0. Donc t' vaut 0. Et ici, t' vaut moins 1 plus 4 vaut 3. Donc là, on a un problème. Vous voyez, ici, t' ne peut pas avoir ici 0. Et ici, t' vaudrait 3. Donc ici, on a impossibilité impossible. Donc pas de solution. Donc D et delta ne sont pas séquentes. Et donc l'affirmation, elle est fausse. Alors, il y a des
tonnes de façons de faire. Moi, j'ai choisi ça. Je pense que vraiment là-dedans, mais vous arriverez toujours à ici une équation, deux impossibilités, ou alors par exemple 0 égale 1, quelque chose comme ça. Quatrième affirmation, le point F, donc on donne les coordonnées, est le projeté orthogonal du point E sur le plan P. Donc ça, c'est du classique. Il y avait déjà un peu ça sur le sujet, un des deux autres sujets, hein, recherche d'un projeté orthogonal. Il y avait une distance d'un point à plan, ce qui revient à peu près au même en termes de calcul. Donc ici, petite figure, on a le plan P, on a le point, donc ici E qui est quelque part. Voilà. Et si on veut projeter le point E sur le plan, il faut donc trouver ici l'équation, une représentation paramétrique d'une droite, hein, qui va être orthogonale donc, au plan P. Et donc si elle est orthogonale au plan P, elle va être ici dirigée par un vecteur normal, hein, donc de P. Donc il faut trouver un vecteur normal de P. Ensuite, trouver une représentation paramétrique de cette droite. Trouver l'intersection de cette droite avec le plan. D'accord, voilà. Et vérifier que ce point est ou n'est pas le point qu'on nous donne. Donc première étape, il me faut un vecteur normal, donc de P. Donc un vecteur normal de P, c'est facile, parce que vous avez l'équation cartésienne. Hein. Le plan P, donc on vous dit 2x moins 3y plus z moins 6 égale 0. Donc un vecteur normal, c'est très simple. Les coefficients des trois variables. 3, 2, moins 3, 1. Ce vecteur, il est normal à P. Donc, ça veut dire que la droite, donc soit on prend, soit, alors delta c'était pris, donc soit delta 1, voilà. L'orthogonale AP passant par le point E. D'accord? Donc, on donne une représentation instantanément. Donc, le point E, ici, va nous permettre d'avoir le début. Et ensuite, on aura donc plus 2t. On multiplie le paramètre par le vecteur, les coordonnées du vecteur normal. Plus t, et ici, t appartenant à R. Et maintenant, on doit trouver, on cherche maintenant P inter D1, enfin delta. Donc ça me donne un système à 4 équations, dont la première est celle du plan, et ensuite on recopie les 3 équations. Alors c'est des choses très classiques, vraiment. Pour résoudre ça, donc, on va injecter les 3 informations ici, x, y, z, dans la première. Donc ça fera 2 fois x ici, donc je écris tout, mais après certains iront peut-être plus vite. Moins 3y, plus z, moins 6 égale 0. La première ligne va vous donner, en fait, la valeur de t, si. D'accord? Et donc, on va résoudre tout de suite la première assez vite. On va essayer quand même d'aller vite. Donc, il y a combien de t? Vous en avez 4. Ici, on aura 9, 4 et 9, 13 et 1, 14. J'ai 14 t. Et ensuite, j'ai moins 10. Moins 10, moins 16, plus 2, moins 14. Donc, en allant de l'autre côté, ça fait 14. Donc, t vaut 1, vous voyez. Donc, x vaut moins 5 plus 2, moins 3. Y vaut moins 3 fois 1, donc moins 3. Et z vaut 2 plus 1, 3. D'accord, ici, on a bien compris que t est égal à 1. Donc, ça veut dire que les droites se coupent au point de coordonnées moins 3, 3, 3. C'est exactement f. Donc, effectivement, delta 1 inter p, c'est le point F de coordonnées moins 3 et 3. Et comme la droite D1, c'est l'orthogonale à P passant par E, ça veut dire que F, c'est le projeté. Hein. Donc F, c'est bien le projeté orthogonal de E sur le plan P. Donc l'affirmation ici, elle est vraie. Et il existe une deuxième méthode qui est très rapide. On a l'équation cartésienne donc, qui a été donnée de P. On a ici notre plan P avec, j'ai représenté F. Donc c'est censé être le projeté de E sur P. Donc il faut vérifier deux choses. D'abord que F est dans le plan P, ensuite que EF eh bien, est normal à P. Donc première chose, on va donc remplacer dans l'équation de P les coordonnées par celle de F. Donc ça fait 2 fois XF moins 3YF plus ZF moins 6. Je calcule. Donc F c'est moins 3, 2 fois 1, 3, moins 6. Moins 3 fois moins 3 plus 9 plus 3. Moins 6, ça fait combien ça? Donc ici, 9 et 3, 12, moins 12. Ça fait 0. Donc effectivement, les coordonnées F vérifient l'équation de P. Donc F appartient bien au plan P. Maintenant, le vecteur
EF. Donc, coordonnées de F moins celle 2, moins 3 moins 5, ça fait 2, moins 3 moins 0, moins 3, 3 moins 2, 1. Je rappelle qu'un vecteur normal, donc de P, je vais appeler NP, donc 2 moins 3, 1. Et on voit bien que F est égal à NP. Donc, évidemment, EF, hein, là c'était un vecteur normal. Donc, normal de P obtenu par l'équation cartésienne. Donc, EF est orthogonal à P. Et on peut donc dire, hein, le répéter, EF, la droite, est l'orthogonale à P passant par E. On vient de vérifier que F est orthogonal à P. F appartient à P, on l'a vérifié, donc l'affirmation est bien vraie. Le point F, c'est bien le projeté orthogonal de E sur le plan P. Voilà une autre façon de faire que j'aime bien aussi. Voilà. Cinquième affirmation, il existe exactement une valeur du paramètre réel A telle que le plan P pris une équation, donc moins 3x plus y moins a carré z plus 3 égale 0, soit pareil à droite D. Donc D, j'ai déjà un vecteur directeur, on a pris le même. Je vais prendre un vecteur normal de P', donc je vais appeler N'. Coordonnées donc moins 3, 1, moins a carré. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Il faut que D soit parallèle au plan, donc petite figure, hein, le plan est ici. Si vous voulez qu'une droite soit parallèle au plan, il faut que, eh bien, si on regarde un vecteur normal du plan, eh bien, si cette droite est parallèle, ça veut dire qu'il y a une droite dans le plan qui est parallèle à cette droite D, hein, et on sait que, donc forcément, le vecteur normal du plan sera normal à la droite, ici, à notre droite D. Donc ça veut dire qu'on calcule, hein, donc ici, N' scalaire VD. Ça fait donc moins 3 fois moins 1, 3, plus 3, moins 4 a carré. Et on veut que ça vaille 0. Ça veut dire que P' est parallèle à D, ça équivaut à 6 moins 4 a carré égale 0. Ça veut dire que a carré égale donc 6 sur 4 égale 3 demi. Donc ça veut dire qu'il y a deux solutions. C'est-à-dire que a égale donc moins racine de 3 demi, ou a égale racine de 3 demi. Donc il y a deux valeurs de a qui vont répondre. Donc l'affirmation elle est fausse. Donc effectivement, affirmation fausse, il y a deux valeurs. Donc vous pouvez le mettre sur la copie. Hein. Deux valeurs. Il y a, on va dire, deux valeurs de a qui conviennent. Et donc on a terminé cet exercice. Voilà. À très bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger l'exercice 3 de probabilité du sujet de secours du 22 mai 2025. C'est le sujet Amérique du Nord, toujours intéressant bien sûr pour se préparer pour les autres sujets qui vont arriver. Avec un exercice de proba très court, il n'y a pas de bien-aimé de Chebyshev, il n'y a pas grand-chose. Mais il reste intéressant parce que le remplissage de l'arbre n'est pas direct et souvent on remarque des petites erreurs. Certains élèves ont du mal à placer les intersections, les conditionnels, donc c'est un exercice qui n'est pas inutile à faire, hein. Ça va aller assez vite, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut travailler pour éviter de rater le jour J s'il y avait quelque chose du même genre, donc il est quand même intéressant. Donc on a un exercice pour voir, les réponses seront arrondies à 10-4, d'accord. C'est sur la circulation d'un virus en hiver et la contamination de 2% de la population. Voilà. Et dans ce pays, 90% de la population a été vaccinée contre ce virus. Et à noter, pour ceux qui vont faire médecine, hein, c'est que eh bien, ce 2%, ça s'appelle la prévalence. Voilà. C'est la proportion d'individus qui sont touchés, atteints par la maladie, hein, par rapport donc, au nombre total. On nous dit que 90% de la population donc, est vaccinée. Donc ça, si on regarde dans l'arbre qu'on va faire, c'est le V, hein, V c'est vaccin, eh bien on vous donne en fait le résultat de deux chemins. Hein. Vous allez voir que c'est ça qui fait que c'est un exercice qui est un petit peu plus difficile pour certains que ceux qui sont très très classiques. Donc ensuite on nous dit que 62% des personnes contaminées avaient été vaccinées. Ça c'est une probabilité conditionnelle. On va tout de suite ici donc répondre aux premières questions qui sont la traduction du texte. Tout d'abord on vous demande P de C. Alors il y a marqué données sans calcul, donc il n'y a pas vraiment à justifier. C'est écrit dans le texte. Donc probabilité de C, c'est probabilité d'être contaminé. Donc on nous dit 2%, c'est donc 0,02. Ensuite, la probabilité d'être vacciné, c'est le deuxième nombre qu'on donne, c'est le 90%, donc 0,9. Et ensuite, on vous aide parce qu'on vous donne P de V sachant C, donc la probabilité de vacciner sachant qu'on est contaminé. Autrement dit, hein, eh bien, le pourcentage de personnes contaminées parmi donc les gens vaccinés
pardon, le nombre de gens vaccinés parmi les contaminés, et c'est ce qu'on nous dit, hein, on constate que 62% des contaminés, donc là on sait qu'on est dans la population des contaminés, et on a 62% de vaccinés, donc c'est exactement ça, c'est pour ça que là, c'est vraiment de la traduction de texte. Hein. Probabilité donc d'être vacciné, sachant qu'on était contaminé. Ceux qui veulent commencer à remplir l'arbre, vous pouvez. On a donc P2C, 0,02, donc ici, complément 1, ça fait 0,98. Par contre, vous voyez, on ne peut pas mettre ici le 90%, puisque je vous l'ai dit, c'est la somme des chemins qui mènent à V. Ça sera la formule de probabilité totale. Nous, on a P de V sachant C, donc c'est un chemin qui part de C qui va à V, c'est celui-ci. Donc là, j'ai du 0,62, donc ici, 0,38. Voilà, on peut pour l'instant pas remplir ceci. On a une information encore hein, dans le chapeau, c'est qu'on a, hein, on sait qu'on a 80%, et donc c'est l'exercice qui va nous amener à compléter l'arbre. Donc on vous demande P2C inter V, donc le chemin qui est ici, donc P2C inter V d'après, donc c'est P2C fois cette petite branche ici qui est P2V sachant C, c'est le produit, la probabilité d'une intersection. Ici, c'est le produit des probabilités qu'on rencontre en parcourant le chemin. Donc 0,02 fois 0,62. Et ça donne donc 0,0124. Ensuite, P2C bar, donc le contraire de C inter V. Donc c'est le même raisonnement. P2C fois P2, ici donc on va jusqu'à V. Donc c'est P2V sachant qu'on était passé par C bar. Donc ça fait du 0,98 fois ici, vous voyez, on ne connaît pas. Donc là, eh bien, question, je vous dis, c'est celle-ci qui est un petit peu plus dure. Donc il va falloir utiliser notre 90% de la population qui a été vaccinée. Donc, on va traduire ça. La probabilité de V, hein, puisque C et C bar, ça forme une partition. Autrement dit, un système d'événements complet. Partition, donc P de V. Hein, et là, j'utilise, on aime bien les noms de formules, ces formules des probabilités totales. P de V, c'est P de C inter V, plus P de C bar inter V. Autrement dit, dans un arbre, hein, la probabilité d'un événement, eh bien, c'est la somme des probabilités des chemins qui mènent à cet événement. Donc, pour aller à V, vous voyez, dans l'arbre, il y a deux chemins qui mènent à V, celui-ci et celui-ci. On fait la somme des deux probabilités. Vous voyez, c'est tout simple. Donc maintenant, eh bien, on sait que ça fait 0,9. On a déjà calculé P de C inter V. Donc on utilise ce 0,0124 plus P de C bar inter V qu'on connaît. Vous voyez. Et donc ça nous permet de calculer P de C bar inter V qui fait donc 0,9 moins 0,0124. Et ça donne 0,8876. Donc vous voyez qu'on n'a pas encore les probabilités conditionnelles, mais on a maintenant, ça veut dire qu'ici, au bout du premier chemin, ici, on avait 0,0124. Hein. Donc maintenant, on connaît le résultat qu'on a au bout du deuxième. Voilà, c'est 0,8876. Et quand on fait la somme de 2, ça fait 90%, ça fait 0,9. Et là, vous voyez, ça nous permet eh bien, d'aller chercher ceci, P de V, sachant C bar. Maintenant, question 3, recopier l'arbre ci-dessous et le compléter. Donc on était là, il nous manque donc ceci. Donc après, que on vient de calculer, donc on est sur la question 3, il nous manque P de V sachant C bar, donc d'après le cours, c'est la probabilité de l'intersection C bar inter V sur la probabilité de la condition. Et donc, vous voyez, on a 0,8876 divisé par P de C bar qui est 0,98. Et oui, qu'on obtient, donc, on a nous demandé d'arrondir, donc 0, alors on arrondit à 10-4, donc ici ça fait un 7, puisqu'après c'est un 1. Et donc, on en déduit l'autre, P de V bar sachant C bar, donc le complément à 1, c'est 1 moins P de V sachant C bar, donc à peu près 0,094, ici 3, parce que ça finit par 28. Donc ici on inscrit, et l'arbre est complété. 0,9057, 0,0943. Maintenant, calculer P de C, sachant V, interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Alors, des formules de cours, ça c'est une conditionnelle inversée, c'est pas dans le même arbre qu'on la trouverait. Donc ici, on applique le cours, c'est donc la probabilité de l'intersection. Hein. P de V inter C ou P de C inter V, c'est la même chose. Donc je vais mettre ceci sur P de V, ça tombe bien. Donc on a tout calculé. Donc P de C inter V, on l'avait déjà en haut.
Donc c'était le 0,02 fois 0,62. C'était 0,0124. Et on divise par P2V qui était donné 0,9. On prend la calculatrice. Et vous voyez que ça donne 0,01377. Donc j'arrondis à 0,013. Et ici, 8. Question 5A. Donc ici, on a du vrai ou faux. Parmi les personnes non contaminées, il y a 10 fois plus de personnes vaccinées que de personnes non vaccinées. Donc ici, on doit comparer. Donc on doit comparer la probabilité. Donc ici, la condition, c'est des non vaccinés. Donc c'est P sachant C bar. P2V sachant P bar. Et on doit comparer avec P2V bar non vacciné sachant qu'on n'est pas contaminé. Donc ici, l'avantage, c'est que ça, on l'a déjà dans l'arbre. P2V sachant C bar, c'est donc ici 0,9057. P2V bar sachant C bar, c'est le complément 0,0943. Et donc on va faire un 10 fois plus. Donc il faut faire on regarde ici P2V, ça divisé par P2V bar sur C bar, qui fait donc ceci, divisé par 0,0943. Le rapport donc me donne à peu près 9,6. Alors si on arrondit, alors, les réponses sont arrondies à 4, donc je vais faire comme voilà, ça fait ceci. Donc là, ça finit par 53. Donc c'est un 53. Donc là, je vais arrondir à ici, pardon, 5. Puisque 453, hein, c'est important. C'est plus près de 500 que de 400. Donc j'arrondis ici à 5. Bon, c'est pas ça qui est intéressant, mais c'était pour être à 10-4. Mais ici, ben, est-ce qu'on peut dire qu'il y a 10 fois plus de personnes vaccinées? Alors, officiellement, là, si on est vraiment dans l'exactitude, non, c'est 9,6 fois. Mais on est à peu près, effectivement, à 10 fois plus. Donc, je pense qu'on peut accepter les deux réponses. On peut dire soit non, hein, il y a 9,6 fois plus de personnes vaccinées. Donc, je ne mets pas tout le texte, hein, donc moins de 10 fois. Moins de 10 fois plus. Ou alors vous pouvez dire oui, il y a effectivement à peu près 10 fois plus. Donc si votre réponse est expliquée, on acceptera les deux évidemment. L'important, c'est le calcul du rapport 9,6. Après, vous faites une conclusion où vous expliquez les choses. Et il n'y a pas de problème, on mettra les points. Maintenant, 5B, plus de 98% de la population vaccinée n'a pas été contaminée. Donc là, pour le B, donc on calcule... Alors, de quelle probabilité on parle? Donc, on est donc parmi les vaccinés, donc ici, on sait qu'on avait CP de C bar parmi V. Et ça, vous voyez, on l'a pas dans l'arbre, hein, puisque c'est dans le mauvais sens. Donc là, il va falloir P2 C bar l'intersection inter V sur P2 V. Alors, ici, donc ça me donne quoi? P2 C bar inter V dans l'arbre, donc c'est le chemin qui passe. Donc on a 0,98 fois quoi? Ici, fois 0,9057. On divise par P2V, qu'on connaît depuis le début. P2V, c'était 0,9. Ça donne, vous voyez, ici, à peu près 0,986,2, donc 9162 10 millièmes. Alors, est-ce que c'est plus de 98%? Effectivement, ça, c'est supérieur donc à strictement 0,98. Donc, l'affirmation, elle est vraie. Ah, la proportion... Donc, effectivement, il y a bien plus de 90% de la population vaccinée qui n'a pas été contaminée, puisque ce calcul nous donne un nombre qui est strictement plus grand que 98. Question 6, ça va être très rapide. On s'intéresse à un échantillon de 20 personnes choisies au hasard. La population est assez importante pour qu'on puisse assimiler ce choix à un tirage successif avec remise. Et X, c'est la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe le nombre de personnes contaminées. Et on rappelle qu'il y a 2% de la population qui est contaminée. Donc, quelle est la loi? Bon, évidemment, la loi binomiale, donc on va rappeler quoi? Eh bien, on va dire on répète, donc, 20 fois. On va bien dire que c'est de façon identique indépendante, hein, parce que c'est avec remise, le tirage d'une personne, avec deux choix, C ou C bar. Probabilité de C, c'est 0,02. Ça se constitue une épreuve de Bernoulli. Donc, on a répété 20 épreuves de Bernoulli. Donc, X suit la loi binomiale de paramètres n égale 20, P égale 0,02. Dernière question, calculée en rappelant la formule, la probabilité que 4 personnes exactement soient contaminées dans ce groupe. Donc là, on va appliquer vraiment
Alors, on rappelle la formule. Donc ici, je vais quand même donc la rappeler, c'est qu'on ne veut pas vous donner le résultat directement. Donc c'est P de x égale 4. Ça sera donc 4 parmi donc 20 fois le succès, donc 0,02 puissance 4, fois l'échec, donc 0,98 puissance 20 moins 4 puissance 16. Deux options pour calculer ça. Soit vous faites 4 parmi 20, donc là je vais vous montrer sur une Casio par exemple, on met le 20. Ensuite, on va dans l'option proba. Voilà, ici, ce sont des combinaisons. On met 4, voilà, vous voyez, ça fait 4845 fois 0,02 exposant 4 fois 0,98 exposant 16. Et ça donne ceci. Donc, on va arrondir à 10-4. C'est déjà à 10-4. Donc, on arrondit à 0,0006. Que vous comprenez bien, ici, ça veut dire donc 5,6 donc fois 10 puissance moins 4, donc on est sur de 0,000056, etc. Donc si on arrondit à 4 chiffres, on doit arrondir à 0,0006. Voilà, ça c'est une façon de faire. Sinon, eh bien, on peut aller dans le menu, il y a toutes les machines ont ça aussi. Là, je vais aller dans le menu binomial, et comme ça vous évite d'aller calculer. Et vous mettez le bon menu, donc on est sur x égale 4 avec 20 essais, une probabilité de succès à 0,2. Voilà. Et ici, vous avez exactement, bien sûr, le même résultat. Et on a donc terminé cet exercice. Voilà, assez court, intéressant pour la partie A, au cas où un sujet tomberait comme ça, vous seriez un petit peu plus près. Voilà, à très bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de corriger de l'exercice 4 sur les suites. Exercice intéressant, du sujet du 22 mai 2025, sujet de secours d'Amérique du Nord. Donc on est parti avec ici une suite définie par une récurrence. Donc ici on donne U0 et U1. Et en fait une récurrence particulière parce que cette relation elle donne UN plus 2 en fonction de UN plus 1 et de UN. Donc c'est ce qu'on appelle une relation d'ordre 2. Vous avez un terme en fonction des deux précédents. Donc première partie, on va utiliser la relation de récurrence pour calculer les termes, donc U0, U1, U2, U3, U4, U5, on aura U3, U4 et U5 donc à calculer, et on vous donne ici U2 pour voir si vous avez compris le principe, et ensuite on fera une petite conjecture sur la limite de cette suite. Dans les parties suivantes, assez classiques dans le thème, étude d'une suite auxiliaire, donc suite WN qui va nous aider à étudier UN, et ensuite on passera à la partie C, la limite de la suite UN. La première question, donc le calcul de termes, donc U0 égale 0, U1 égale 1,5, on va donc aller vérifier. U2, on ne vous demande aucune justification, mais on va faire les calculs. Certains feront tout ça à la calculatrice, on regardera. Mais tout d'abord, on va calculer. Donc j'utilise la relation de récurrence pour, donc je précise, pour n égale 0. J'obtiens, vous voyez à gauche, U2. U2 est donc égal à U1 moins 1 quart de U0. Ça veut dire que, vous voyez, si je veux aller un petit peu plus vite, U3 sera donc égal à U2 moins 1 quart de U1. Il va me falloir U4. U4, ça sera donc U3 moins 1 quart de U2. Et on finira par U5. U4 moins 1 quart de U3. Donc on commence là-haut. U1 vaut donc 1,5 moins 1 quart fois 0 qui vaut 0. Ça me donne 1,5. C'est bon. Maintenant U2, donc U3, U2, donc ça fait 1,5 moins 1 quart de U1 qui vaut 1,5. Ce qui me fait 1,5 moins 1 huitième. On met tout sur 8. Donc je multiplie par 4 ici. 4 et fois 4. Donc ça fait 4 huitièmes moins 1 huitième. Ce qui me donne 3 huitièmes. Donc on écrit ici 3 huitièmes. On passe à U4. Donc U3, 3 huitièmes moins 1 quart de U2 qui vaut 1,5. Qui fait 3 huitièmes moins 1 huitième. Qui me donne 2 huitièmes. Je simplifie. Ça me fait 1 quart. On termine par U5, donc ça fait U4, 1 quart, moins 1 quart fois U3 qui vaut 3 huitièmes. S'il me fait 1 quart moins 3 sur 4 fois 8, 32, donc je mets tout sur 32, là ça fera, on multiplie par 8, 8 fois 4, 32, ça fait 8 moins 3, 5 sur 32. Donc voilà, on pouvait faire les calculs tranquillement. Sur les calculatrices, comme ici la Casio, je vais donc dans le menu récurrence, donc le 8. Voilà, je supprime qui est déjà. Et je suis sur un type particulier parce qu'ici,
je dois donc avoir du AN plus 2. Donc vous voyez, c'est le F3. Et donc là, je vais donc indiquer donc UN plus 2, ça sera N, donc ça sera donc AN plus 1, moins 1 quart, ici, de AN. Voilà. Par contre, il faut bien rentrer en réglage les valeurs de U0. Donc ici, U0 vaut 0. A1 vaut 1,5. Ne bougez pas, 1,5. On va le faire comme ça. 1 sur 2, vous pouvez mettre 0,5. Voilà. Table ici. Donc on a bien 0,5. 0,5. 0,375, c'est bien 3 huitièmes. 1 quart. 0,15. 625 qui doit être 5 sur 32, etc. Donc là, on vous demande après, vous voyez, dans la suite, conjecturer une limite. Donc bah, si on regarde plus bas, hein, on sent bien que eh bien, les valeurs deviennent de plus en plus petites. On a dit 10 puissance moins 5. Donc ça veut dire que la limite semble être 0. Donc vous voyez, ici, on voit au départ, donc ça augmente légèrement de 2,5, puis après, ça décroît. Donc conjecture n'a pas de justification à apporter, hein, vous dites. Donc conjecture, la suite semble converger vers 0. Voilà. On attaque à présent la partie B avec donc une suite Wn définie par la relation donc Wn égale Un plus 1 moins 1 demi de Un. Et ça pour tout entière. Donc calculer W0. Donc jusque là, W0. Donc je remplace N par 0. Ça me fait U1 moins 1 demi de U0. Alors U1 c'est donc 1 demi moins 1 demi fois U0 qui vaut 0. Ça me fait 1 demi. Donc on note ça, W0 vaut 1 demi. Deuxième question, démontrer que la suite Wn est géométrique de raison 1 demi. Donc pour ça, on va donc prendre un entier, donc soit n appartenant à grand N, et on va regarder Wn plus 1. Je rappelle que le but c'est de montrer, hein, je vais le mettre à côté, il faut montrer que Wn plus 1, ça sera toujours, donc comme c'est géométrique de raison 1 demi, ça sera 1 demi de Wn. Donc ici, Wn plus 1, j'utilise la relation hein, qui est en bleu là, donc c'est Un plus 2 moins 1 demi de Un plus 1. Voilà. Un plus 2, je vais utiliser donc la relation qui définit Un. Vous voyez, Un plus 2, c'est donc Un plus 1 moins 1 quart de Un. Et donc ici, moins 1 demi de Un plus 1. Donc si je regarde, Un plus 1 moins 1 demi de Un plus 1, j'ai donc, il me reste 1 demi de Un plus 1 moins 1 quart de Un. Et là, vous voyez, vous regardez le but, il faut un facteur 1 demi. Je factorise par 1 demi. Ça fait apparaître Un plus 1 moins quoi? Donc 1 quart. Si je factorise par 1 demi, ça me fait 1 demi. On obtient ceci. Et là, dans la parenthèse, regardez, c'est exactement Wn. Donc ça fait 1 demi de Wn. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Eh bien, quel que soit n appartenant à grand N, Wn plus 1, c'est 1 demi de Wn. Donc la suite, je mets des parenthèses, est géométrique de raison 1 demi. C'est ce qu'on devait montrer. Troisième question, là vraiment c'est trop simple pour un bac, je pense qu'ils exagèrent un petit peu. Exprimer Wn en fonction n, ça c'est du cours direct, hein, donc elle est géométrique de raison 1 demi, donc ça veut dire que quel que soit n appartenant à grand N, Wn c'est donc W0 fois la raison à la puissance 1 demi. W0 on l'a calculé, ça fait 1 demi fois 1 demi puissance n, on peut même tout mettre sous la forme 1 demi puissance n plus 1, voilà. Quatrième question. Donc maintenant, montrer ceci. Un plus 1 égale 1 demi de au puissance n plus 1, c'est exactement ce que je viens de trouver, plus 1 demi de Un. Alors, comment on va obtenir ça? Bien, regardez, hein. On sait, hein, c'est donné, c'est ce que j'ai souligné ici en bleu. On sait que pour tout n appartenant à grand N, Wn, donc ce qu'on vient de trouver, c'est Un plus 1 moins 1 demi de Un. Donc, si je mets Un plus 1, tout seul, ça fait Un plus 1 égale quoi? Wn plus 1 demi de Un. Et Wn, d'après la question précédente, après 3, eh bien on a trouvé son expression, c'est 1 demi à la puissance n plus 1. Plus 1 demi de Un. Donc on a déjà terminé cette question 4. Voilà, il nous reste maintenant la question 5 avec une récurrence. Pour la présentation, toujours pareil, initialisation, hérédité, conclusion. Donc on indique ce qu'on démontre, ici, cette propriété-là, initialisation, donc
Hein, c'est pour tout n, donc pour n égale 0. On sait que u0 vaut 0. D'autre part, vous calculez n fois 1 demi puissance n, qui fera donc 0 fois 1 demi puissance 0, qui fera 0. Donc la propriété, elle est vraie. Pour n égale 0. Maintenant, l'hérédité. Donc on va prendre soit P appartenant à grand N, tel que la propriété elle est vraie pour P. Donc UP égale à P, multiplié par donc 1 demi à la puissance P. Le but, ici, c'est de montrer que c'est vrai au rang suivant. Donc le but, c'est de montrer que UP plus 1, ça sera donc P plus 1, fois 1 demi à la puissance P plus 1. Donc là, on doit démontrer une égalité. Conseil, quand on démontre une égalité dans une récurrence, on part de UP plus 1. Voilà, vous dites qu'est-ce qu'on sait sur UP plus 1, mais la question précédente nous dit que UP plus 1, c'est 1 demi donc de P plus puissance P plus 1 plus 1 demi de UP. Et là, eh bien, on va utiliser notre hypothèse de récurrence ici. Ce UP, on va le remplacer par P fois 1 demi puissance P. Et regardez, ça va aller assez vite parce que ça fait ceci. Plus 1 demi fois P la puissance 1 demi puissance P. Le 1 demi, si on va le mettre dedans, ça fera 1 demi fois 1 demi puissance P, ça fera de la puissance P plus 1. Et on est quasiment arrivé, on va pouvoir factoriser, regardez. Ça fait donc P fois 1 demi à la puissance P plus 1. Je factorise donc par 1 demi à la puissance P plus 1. J'obtiens ici 1 plus P, je remets un peu d'ordre, ça fait effectivement P plus 1 fois 1 demi à la puissance P plus 1. Donc l'hérédité est bien vérifiée à partir de donc 0. On pense bien à conclure, toujours la même chose, la propriété est vraie pour n égale 0, elle est héréditaire, donc vraie pour tout n appartenant à grand N. On attaque à présent la partie C, donc étude de la suite UN. Alors on va utiliser bien sûr ce qu'on vient de voir, on sait que quel que soit n appartenant à grand N, UN c'est n fois 1 demi à la puissance n. On vous demande de montrer que la suite est décroissante à partir de n égale à 1. Donc pour le décroissant d'une suite, donc on va prendre, donc on prend soit n appartenant à n étoile, comme ça on a n qui est supérieur ou égal à 1. Et donc on va regarder un plus 1 moins un. Il faut trouver le signe. Donc ça fait n plus 1, 1 demi à la puissance, ici n plus 1, moins n fois 1 demi à la puissance n. Alors ce qu'il faut voir, c'est que 1 demi puissance n, c'est caché dans 1 demi puissance n plus 1. Donc si je factorise, vous voyez, 1 demi puissance n plus 1, c'est 1 demi puissance n fois 1 demi. Donc là, je peux factoriser par 1 demi puissance n. Il me restera donc le 1 demi de 1 demi puissance n plus 1, fois n plus 1, voilà, moins n. Regardez, ça fait 1 demi exposant n, fois donc, ici je développe, 1 demi n moins n, plus ici 1 demi. Donc je vais doucement, 1 demi plus 1 demi d'n plus 1 demi moins n. J'obtiens donc 1 demi puissance n, que ça c'est toujours strictement positif, multiplié par donc ici 1 demi moins n, ça fait moins 1 demi. Donc ça me reste 1 demi moins donc 1 demi de n. Je peux même factoriser une fois de plus par n plus 1. Là je factorise par 1 demi, ça me fera fois 1 moins n. Vous voyez, et là vous voyez, or ici donc or ou pour n supérieur ou égal à 1, 1 moins n est donc négatif. D'accord ? Il suffit, en fait, tout simplement de mettre le n de l'autre côté. Et donc, et par contre, je reprécise, 1 demi puissance n plus 1 est positif, strictement même. Ça ne peut pas faire 0. Donc, en faisant le produit, pour tout n, donc appartenant à n étoile, c'est-à-dire supérieur ou égal à 1, eh bien, un plus 1 moins un est donc, vous voyez, un produit négatif ou nul. Donc, vous voyez que un plus 1 est inférieur ou égal à un. Donc, à partir donc, de 1, n, la suite est croissante et décroissante. Donc, un est décroissante à partir de 1. Deuxième question, en déduire qu'à la limite, que la suite un est convergente. Alors là, on vient de montrer que c'est décroissant. Donc, la propriété décroissante, ça marche avec minoré. Donc, regardez, on sait que pour tout n appartenant à grand N, un, c'est n fois 1 demi puissance n. On voit bien que les termes sont positifs. Ça veut dire que donc, pour tout n, un est supérieur ou égal à 0. Donc la suite un, elle est minorée par 0.
et elle est décroissante, on vient de le montrer. Donc, propriété du cours, décroissante minorée. Eh bien, théorème, je crois, de la limite monotone. Et donc, ça veut dire que UN est convergente vers... Donc, la limite sera un réel qui sera supérieur ou égal à 0. On sait que la limite donc, sera positive. C'est pas forcément 0, mais on sait qu'elle sera supérieure ou égale à 0. Alors, donc ici, on appelle limite de UN, on l'appelle L. Et je rappelle qu'on vient de dire, L est supérieur ou égal à 0. Ensuite, la suite, elle est, alors des choses intéressantes quand même, c'est pas demandé encore, mais la suite, donc UN, elle est décroissante. Donc, non seulement la suite, la limite est positive, mais elle est plus petite que le premier terme, c'est-à-dire plus petit que 0. Elle est décroissante à partir de 1, donc à partir de 1, décroissante à partir de 1. Donc ça veut dire que la limite est plus petite ou égale à U1. Et U1, ça valait 1,5. Donc ça veut dire par conséquent, donc la limite, elle appartient à l'intervalle 0, 1,5. Voilà, ça veut dire que maintenant, on nous dit que c'est une solution d'une équation. Voilà, et la solution qu'on va trouver doit être dans l'intervalle 0, 1,5. Alors cette équation, elle est assez naturel. Regardez la relation qui définit UN. Si on fait tendre UN vers L, regardez en haut, eh bien, ça veut dire que ceci, donc, UN plus 2 va tendre vers L, UN plus 1 va tendre vers L, donc L va être égal à L, moins un quart de quoi? UN tend vers L, donc moins un quart de L. Donc on a juste fait tendre N vers l'infini dans la relation de récurrence qui définit UN. Maintenant, j'ai une équation à résoudre qui n'a pas l'air bien compliquée. L égale L moins un quart de L. Ça équivaut à quoi? Les L, ça s'annule. Je mets un quart de l'autre côté. Il me reste ça égale 0. Ça veut dire que L est égal à 0. Donc, il n'y a qu'une seule solution. Donc, forcément, c'est même pas forcément la peine de parler de moins 1,5, mais ça vous fait un petit peu de cours comme ça. Donc, eh bien, seule solution possible, c'est donc 0, puisqu'il n'y en a qu'une. Donc, la limite de UN, c'est donc 0. Et cet exercice est déjà terminé. Alors, il n'est pas très très difficile, en fait. Au cadre de suite d'ordre 2, ça pourrait être compliqué, mais les questions sont restées assez simples. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.